Bonjour et bienvenue à Belles Lettres, votre magazine littéraire qui reçoit aujourd'hui Madame Soraya Odia, bibliothécaire, blogueuse, slameuse et auteure. Une jeune dame passionnée de littérature et très active dans les milieux littéraires et sur les réseaux sociaux. Je vous invite à la découvrir à travers cet élément. Bibliothécaire, slameuse et blogueuse congolaise née en 1996, Soraya Odia est licenciée en économie rurale, environnement et gestion des projets à l'Université catholique du Congo et une passionnée de littérature. Elle a fait ses débuts dans le monde littéraire en 2012 en décrochant le 3e prix dans le concours de nouvelles Plume Consciente. En 2017, elle revient sur la scène littéraire comme slameuse avec l'Hippoposlam. Depuis lors, elle participe à plusieurs projets dans les milieux littéraires. C'est une activiste littéraire qui milite pour la promotion de la littérature auprès de ses compatriotes, notamment à travers une chaîne YouTube dénommée Majusco où elle parle de la littérature africaine. Cette passionnée de littérature dont le combat a pour but de favoriser l'accès aux livres à la jeunesse congolaise a été sacrée lauréate du prix littéraire Émilie Flore Feignon en sa première et spéciale édition 2021 pour son militantisme littéraire. Et ce prix lui a été remis le 24 septembre 2021 par l'association Bukutani. Chers amoureux de la littérature, bonjour. Aujourd'hui, comme annoncé, je reçois pour vous Madame Soraya Odia, bibliothécaire, slameuse, blogueuse, auteure, une jeune dame passionnée de littérature et très active dans les milieux littéraires. Bonjour, Madame Soraya. Bonjour, Monsieur Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir autour de ce plateau de Belles Lettres pour un échange autour de la littérature. Merci. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on utilise l'expression « belles lettres » pour parler de la littérature? Non, je ne me suis jamais posé cette question. Et je n'ai jamais fait de recherches pour savoir pourquoi on dit belles lettres. Non. Est-ce que ce n'est pas parce que la littérature vise en premier la beauté et pas autre chose? Peut-être que c'est pour ça, mais moi je ne me suis jamais vraiment posé la question. Oui. Quelqu'un a dit de vous, je cite, « Qu'entre vous et la littérature, la lecture, c'est une question, c'est une histoire de coup de cœur, ou plutôt d'un appel de destinée. » Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que cette personne a raison, bien que je ne me souvienne pas de qui c'est, Oui. mais je pense que cette personne a raison parce que moi, avec la littérature, ça a commencé très tôt. J'ai commencé à lire très jeune et ensuite je me suis mise à écrire. Aujourd'hui, je travaille dans une bibliothèque. Je suis une sorte de gardienne de livres. Donc, oui, la littérature et moi, c'est une grande histoire d'amour. Qu'est-ce qui vous plaît dans la littérature? Alors, ce qui me plaît dans la littérature, ce sont les histoires. Je lis surtout les romans, je lis très peu d'essais. Ce qui m'intéresse dans les romans, ce sont les histoires. Connaître les vies des personnages, j'ai l'impression de vivre plusieurs vies quand je m'identifie à certains personnages. Oui. Je m'incruste un peu dans leur vie en quelque sorte grâce à l'auteur qui raconte une histoire. Et ce sont surtout les histoires qui m'intéressent dans différents romans. Et c'est pourquoi je suis plus portée à préférer les auteurs qui élaborent très bien leurs personnages, comme Chimamanda Ngozi, Yasmina Khadra ou encore Bushi Emecheta du Nigeria. Ces auteurs m'attirent parce qu'ils élaborent leurs personnages et les histoires qu'il y a dans les romans ont l'air vraies. Voilà, ce sont les histoires qui m'intéressent. Ok, il y a une écrivaine française, Lydie Salvaïr, qui a dit ceci: « Je lis et je vis. La vie sans le livre ne serait qu'une erreur. Ma vie sans le livre serait inconcevable. » Pouvez-vous en dire autant? Est-ce que que ma vie sans les livres serait inconcevable?
Oui, je ne me vois pas passer une vie sans les livres parce que quand je n'en lis pas, j'en achète, quand je n'en achète pas, j'en écris ou j'en parle. Ma vie tourne autour de ça, surtout que maintenant je suis bibliothécaire, ma vie tourne autour des livres. Voilà. Y a-t-il un rapport entre la littérature et la vie? Oui, parce que la littérature s'inspire de la vie en fait. La littérature peint la vie que nous vivons. C'est une peinture de la vie en quelque sorte. Quelle est votre conception de la littérature? Mhm. Pour vous, la littérature, c'est quoi? Voilà, comme je dis, c'est une peinture de la vie. La littérature, c'est une sorte de miroir qu'on promène à travers la société pour retranscrire ce que nous vivons, Oui. parfois en caricaturant, un peu en exagérant, parfois en étant très fidèle et très réaliste. Il y a des romans où le personnage principal meurt à la fin, c'est cruel, mais c'est réaliste, c'est vrai. Ça ne finit pas toujours d'une jolie façon dans la vie aussi. Et des romans où, je parle surtout des romans quand j'entends littérature, parce que ce sont plus les romans qui m'intéressent. Oui. Il y a donc des romans où les auteurs parlent de la vie qu'ils aimeraient voir. Oui. D'un révolutionnaire, par exemple, qui s'oppose au pouvoir en place, alors que dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. Bref, voilà le lien que je fais entre la vie et la littérature. Comment je vois la littérature. En quoi la littérature est-elle utile à l'homme? Alors, ça nous permet de... Comme je disais, c'est un miroir qu'on promène à travers la société. Et donc, ça nous permet de nous voir. Peut-être pas comme on se voit chaque jour. Je m'explique. Il y a certains actes qu'on pose de manière parfois automatique. Oui. On le fait juste parce que tout le monde l'a toujours fait. Par exemple, le fait de donner la dot. On le fait parce que ça a été comme ça, mais on ne prend pas forcément le temps de se questionner. Dernièrement, j'ai lu La dot de Bushi Emecheta, une notaire du Nigeria. Oui. Et elle expliquait comment autrefois la dot était une sorte de transaction. Ce n'était pas forcément un symbole comme on se force à le dire aujourd'hui, mais c'était une transaction. Parce que plus la fille était instruite, plus on demandait une dot élevée. Donc c'était une sorte de transaction où on vendait en quelque sorte la fille. Donc voilà, ça nous permet aussi de questionner un peu notre comportement. Peut-être demain je vais me marier, on viendra donner la dot. Je connais un peu l'historique de la dot en Afrique grâce à un roman. Donc voilà, juste un exemple pour montrer que les romans sont importants. Est-ce que la littérature a apporté quelque chose dans votre vie? Un plus? Oui, ça m'a permis de... Parce en général, j'observe beaucoup. Oui. Je suis assez introspective, j'observe beaucoup, je regarde ce qui se passe autour de moi. Et avec les romans, comme je l'ai expliqué, ça permet d'observer certains faits, d'enlever le voile sur certains faits. Et comme je vis de la littérature aujourd'hui, je vais dire que oui, ça me rapporte de l'argent aussi. Voilà. Puisqu'il vous arrive d'organiser des ateliers de lecture en faveur des enfants, est-ce que vous pouvez nous donner l'importance de la lecture dans la vie d'un enfant? D'accord. Ce qu'il y a de plus important en termes de lecture pour les enfants, je fais ces ateliers surtout parce qu'il faut commencer dès le bas âge. Ça permet d'ouvrir l'esprit, que les enfants s'ouvrent au monde, qu'ils connaissent un tas de sujets. Il y a des livres un peu sur tout aujourd'hui. Donc ça permet d'ouvrir l'esprit, de travailler leur côté créatif, mais surtout de les habituer à lire en fait, parce que ça doit commencer dès le bas âge pour qu'ils évoluent avec ça. De la lecture, vous êtes passé à l'écriture, puisque vous êtes aussi auteur de nouvelles. Oui. Comment cela est-il arrivé? Alors, j'écrivais, je lisais, d'abord j'ai commencé par la lecture, je lisais les bandes dessinées, ensuite je suis passée au roman de Zamenga Batukezanga et ces romans étaient tellement simples, les histoires étaient accrochantes et je me suis dit, moi aussi je pourrais écrire des histoires. Surtout, je vais dire que l'écriture, j'ai été poussée dans ça, pas forcément parce que je lisais, c'est surtout, je regardais beaucoup de séries à l'époque. Sur une chaîne d'ici, on mettait beaucoup de séries des novellas et j'en regardais beaucoup.
Ça m'a inspirée, je me suis dit, ouais, je pourrais raconter une histoire. Et les premières histoires que j'ai commencé à écrire quand j'avais 12-13 ans, les personnages, ils avaient des noms espagnols, il y avait des Humberto, Alexandro, j'avais toute une liste des personnages avec uniquement ces noms-là. Et je me souviens que j'avais écrit une histoire. Et quand je l'ai relue des années plus tard, ça ressemblait trait pour trait à une série que j'avais regardée. Donc j'avais réécrit la série en fait. Oui. Voilà, j'ai commencé à écrire comme ça. Et la première fois que j'ai participé à un concours, Oui. c'était avec Plume Consciente. Bon, j'écrivais déjà, parfois je lisais mes histoires à mes amis. Et quand j'ai vu le concours Plume Consciente sur Facebook, j'en ai parlé à mes parents, on est allé dans une bureautique. J'ai fait la saisie on m'a aidé à faire la saisie de mon texte que j'avais déjà écrit au stylo. J'ai envoyé et j'étais surprise d'être parmi les 3 premiers. Bon, je savais que ça me fait rire maintenant que j'y pense aujourd'hui. J'étais un peu tiraillée. Je me disais, soit je ne vais pas du tout gagner, soit j'aurai le premier prix. Oui. Voilà. Donc j'étais je ne m'attendais pas à être 3e, j'étais un peu déçue aussi. Mais quand j'ai fini par lire la nouvelle de celui qui était premier, je me dis, ouais, il a quand même mérité. C'était le feu Monsieur Jean-Claude qui écrivait des très belles histoires. Et donc, c'est lui qui avait gagné le premier prix. Il y avait une 2e et moi, j'étais 3e. Mais quand on a appelé les nominés, les gens étaient surpris de voir que c'est moi j'avais 16 ans à l'époque, 16 ou 15 ans. Ils étaient, ah, ok, c'est elle. Voilà. C'est ma première nouvelle qui a été lue par un grand nombre de personnes, on va dire. Le titre, c'était Éclat de verre. C'est par ce concours que vous êtes vraiment entré dans les milieux littéraires quinois. Oui, exact. Comment trouvez-vous ces milieux? Alors, je trouve que, je peux être franche, hein, Oui. je trouve que c'est un peu comme une sorte de secte où on se retrouve entre nous. Avec un gourou. Non, il n'y a pas un seul gourou, il y a beaucoup de gourous. Oui. Autoproclamés qui méritent d'être appelés gourous ou pas. Mais quand je dis gourou, je pense à... Il y a l'un d'entre nous, Pat le gourou, que je salue. Je ne fais pas forcément référence à lui. Hein. Oui. Je n'ai pas de polémique. Mais voilà, je trouve que c'est une sorte de secte où on est juste entre nous. Parfois, je n'ai pas le courage d'aller participer à certaines activités littéraires parce que je me dis, je vais voir les mêmes visages, ce sont les mêmes personnes. Donc, moi, ça a commencé à m'agacer à un moment. C'est vrai que c'est une famille, on se connaît, on se soutient quand il y a des difficultés. Quand ma mère a été malade, il y a quelques femmes avec qui j'étais dans Apéroésie qui sont venues me voir. Ça devient une famille, mais au bout d'un moment, ça devient comme une secte, comme je le dis. On est entre nous, on a nos habitudes, on sait qui est qui, quand un nouveau venu entre, quand un livre va sortir, c'est forcément quelqu'un que tu connais, c'est pas quelqu'un que tu découvres. On vit un peu en vase clos et c'est ce qui me dérange parce que je me dis on devrait un peu adopter le côté apôtre Paul où on va évangéliser tous les païens qui ne s'y connaissent pas dans la littérature. Et ça, on n'a pas... On est entre nous, les chrétiens, on est un peu dans le style de Pierre où on reste entre nous, tout ça. On dans un ghetto, là, voilà. Une sorte de ghetto. Oui. Comment s'est-il opéré les passages de la passion pour la lecture au militantisme sur le plan littéraire? Alors, ça a toujours été une passion pour moi, comme je le disais. Oui. Mais au bout d'un moment, j'avais envie de partager ça avec des gens. Bien sûr, quand je suis entrée dans le milieu littéraire, j'ai rencontré des gens qui écrivaient aussi. Ça permet d'être encouragé, mais aussi de baisser un peu en orgueil. Parce que quand tu es dans ton coin, tu te dis, j'écris, je suis spécial, autour de moi, personne n'écrit. Mais quand tu rencontres d'autres personnes qui écrivent aussi, qui écrivent mieux que toi parfois, et tu te dis, ah, je ne suis pas si spéciale que ça, donc je dois travailler encore plus pour m'améliorer. Ça aide aussi. Mais au bout d'un moment, c'est ce que je disais, j'ai commencé à sentir que c'était toujours les mêmes personnes, donc qu'il fallait aller conquérir les autres qui n'aimaient peut-être pas lire ou qui peut-être aimaient lire mais ne savaient pas encore qu'ils aimaient ça. Voilà d'où est parti le fait que je ne me suis pas contentée du fait que ce soit juste ma passion. Je me suis dit, je vais conquérir
un public plus large, les amener vers les livres. Quels sont les moyens, les canaux ou les stratégies que vous utilisez dans votre combat en vue de vulgariser le livre, la lecture? Alors, j'utilise surtout les réseaux sociaux. Oui. Alors, j'avais commencé à publier les photos sur Facebook. Ensuite, j'ai commencé à le faire sur Instagram. Et là-bas aussi, j'ai compris que je n'étais pas la seule à le faire, donc je n'étais pas si spéciale que ça. On appelle ça Bookstagram. Donc, ce sont les gens qui publient les livres sur Instagram. Après Instagram, j'ai commencé un blog littéraire en 2017. Mais j'ai remarqué que les gens ne lisaient pas forcément les articles, ce qui se comprend parce que j'écris pour demander aux gens de lire. Donc, je les oblige à lire d'abord pour leur parler de mes lectures. C'est un peu compliqué. C'est là que je suis passée au format vidéo. J'ai commencé à publier des vidéos sur ma chaîne YouTube pour parler des livres que j'ai lus. Voilà, faire des petites fiches de lecture, on va dire, pour permettre aux gens de découvrir certains livres. Et jusque-là, ça marche plutôt bien. Vous ne trouvez pas que c'est le combat pour le livre, la lecture, c'est un combat perdu d'avance, dans la mesure où nous vivons dans une société à tradition orale, une société où la majorité de la population est encore confrontée au problème de survie? Je ne trouve pas que ce soit un combat perdu d'avance parce que du moment où les gens m'écrivent pour me demander où est-ce qu'on peut trouver des livres, du moment où les gens m'écrivent pour me demander est-ce que tu peux parler du livre d'Eleonora Miano, j'entends parler d'elle, je l'ai entendu à la radio, on m'a dit qu'il est auteur, mais je n'ai jamais lu ses livres, est-ce que tu peux en parler? Je me dis que ce n'est pas un combat perdu. C'est vrai que c'est parfois difficile, surtout maintenant que j'ai une chaîne YouTube, parce qu'avec YouTube, Oui. pour être monétisé, ici déjà c'est compliqué. Et la plupart des chaînes YouTube qui ont un grand nombre de vues, ce sont des chaînes qui parlent de politique ou qui parlent de théâtre, ce genre de choses. Donc le fait de créer tout le temps du contenu pour YouTube, de parler des livres, sans que les gens ne viennent regarder ou aimer et que la chaîne n'est pas monétisée, ça peut parfois fatiguer, mais ce qui me motive, c'est quand je reçois les messages où les gens me demandent des conseils, où les gens me félicitent. Ça, on va dire que c'est comme ça que je suis payée. La reconnaissance des gens, c'est ça mon salaire en gros. Pensez-vous vraiment que le livre, la lecture est ce dont les Congolais ont vraiment besoin en ce temps? Ils ont besoin de beaucoup de choses, Oui. surtout de la nourriture, de l'eau, de l'électricité, mais ils ont besoin aussi de nourrir leur esprit. Parce qu'on ne va pas attendre qu'ils puissent trouver d'abord la nourriture, l'eau, l'électricité pour leur proposer la nourriture de l'esprit. Il y a des activistes sociaux, des activistes qui militent pour des bonnes conditions de vie sociale. Et moi, je milite en même temps pour que les gens aient accès aux livres, que les gens sachent où les trouver, que les gens sachent quoi lire. Ça peut se faire en même temps. On peut militer pour avoir ces choses, inciter les gens à chercher ces choses au même moment. On n'est pas obligé de manger d'abord pour nourrir son corps, pour ensuite chercher à nourrir l'esprit. On peut faire les deux en même temps. Ok. Vous avez une chaîne YouTube. Oui. Et vous parlez de quoi dans votre chaîne? Je parle des livres. Voilà, je parle des livres. Surtout de la littérature africaine. Concernant la littérature africaine, avez-vous en tête là quelques titres de romans que vous pouvez conseiller à ceux qui nous suivent et qui peuvent faciliter leur entrée dans ce monde, dans cet univers de la littérature africaine antillaise? Oui, le premier livre, je dirais Une si longue lettre de Mariama Ba. Oui. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs où je parlais des romans africains qui ont moins de 200 pages. Donc comme ils sont petits, ça peut faciliter l'entrée quand on veut débuter. Oui. J'avais cité aussi Une saison au Congo. L'aventure ambiguë, j'avais cité, mais je ne vais pas dire je vous conseille absolument ce livre parce que moi-même je ne l'ai pas encore lu. Oui. Et j'avais commencé, je n'ai pas forcément accroché parce que parfois il y a des livres, tout le monde est fan, mais
ça ne va pas forcément vous accrocher, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Si vous ouvrez une si longue lettre de Mariama Ba et que vous trouvez que ce n'est pas trop votre style, que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tenter une saison au Congo de Aimé Césaire. Donc il y a quoi d'autre? Sundiata ou l'épopée mandingue, Oui. ça parle surtout d'une histoire qui a même été reprise dans Kirikou, le dessin animé. Donc comme c'est une histoire que les gens aiment les contes, c'est tiré de l'oralité, ça pourrait être une bonne entrée dans la littérature écrite aussi. Il y en a qui pensent que la littérature africaine est trop collée aux faits, à la réalité, et par conséquent, elle ne fait pas rêver. Mhm. Trop collé aux faits, Oui. je ne pense pas. Oui, c'est vrai que c'est collé aux faits, ça relate la réalité, mais voilà ce que je pense. Pour la littérature de l'Afrique francophone, Oui. on a des thèmes qui reviennent souvent. C'est soit la politique, soit l'exode rural, surtout les anciens romans, on va dire. Mais du côté anglophone, je trouve que ça bouge vraiment. Ils ont des thèmes très diversifiés. Chimamanda Ngozi, par exemple, il y a un livre où elle parle de la guerre du Biafra, Oui. l'autre moitié du soleil. Et il y a un autre livre où elle parle juste d'une famille où le père était violent, hibiscus pourpre. Et les thèmes varient un peu. Il y a une autre femme du Nigeria qui, par exemple, a écrit un roman qui a pour titre « Ma sœur serial killer ». Donc c'est un thriller psychologique, si on peut dire, ou un roman policier, si on peut le qualifier comme ça, même s'il n'y a pas vraiment une enquête dedans. Bref, c'est pour dire qu'il y a des thèmes variés. Oui. Et en Afrique francophone, ça arrive parfois, mais ce n'est pas très, très fréquent. Par exemple, Moudimbe aussi a parlé de la guerre de Chaba avec les carnets de Mère Marie-Gertrude. Il a aussi parlé d'amour ou de corruption avec Le Bel Immonde. Bel Immonde, oui. Ce qui manque, en fait, ce n'est pas que ça ne fait pas rêver, parce que bon, la littérature n'est pas là forcément pour faire rêver. Il est là pour... C'est une histoire. L'histoire peut te faire rêver, ça Oui. peut t'énerver, ça peut te faire peur. Par exemple, il y a un Gabonais qui écrit lui aussi des thrillers. Il y a un de ses titres, c'est Chasseur de Lucioles. C'est un homme qui se rend compte qu'il est atteint de VIH-Sida, alors il va se venger parce qu'il se dit que c'est une femme avec qui il était qui lui a donné ça. Il se venge en tuant les prostituées de la ville. Donc il se met à tuer les gens et en lisant ça, ça fait un peu peur parce que tu te dis, ah, mais quelqu'un comme ça peut aussi circuler dans les villes de Kinshasa. Avec la police qu'on a, on n'a pas forcément de police scientifique. On va mettre du temps pour l'arrêter, il va faire des ravages. C'était pareil aussi dans le roman, ce qui se passait au Gabon. Ils ont mis du temps à l'arrêter parce qu'ils n'ont pas les fichiers pour les empreintes digitales, reconnaissance faciale, tout ce que tu veux, ils n'en ont pas. Ça ne te fait pas forcément rêver. C'est une histoire, c'est comme un film. Tous les films ne font pas rêver. Il y a des films qui font rêver, il y a de la romance, il y a les Arlequins, les histoires d'amour qui te font rêver. En Côte d'Ivoire, il y a les Adoras, une collection sur les livres d'amour, mais il y a aussi des thrillers qui te font peur. Voilà. Il y en a qui pensent que toute œuvre littéraire doit véhiculer un message. Moi, je ne pense pas, non. Bon. Moi, je pense que ça peut juste raconter une histoire. Il n'y a pas de leçon morale à la fin. Est-ce qu'il vous arrive aussi de parler de la littérature congolaise dans votre chaîne? Oui. De Puisque qui, par c'est de la exemple, en littérature dehors de africaine. Moudimbe? En dehors de Moudimbe, ok. Oui. J'aime bien Moudimbe, j'aime ce qu'il écrit. Et pourtant, il est très compliqué. Oui, les gens Oui. me disent souvent ça, mais moi, je ne trouve pas, en fait. Je pense que quand il écrit, il y a Oui. plusieurs niveaux de compréhension. Parce que quand j'ai dit à quelqu'un que j'allais parler de Bel Immonde de Moudimbe sur ma chaîne, il me dit « Ah, mais tu as compris ?» Je dis « Qu'est-ce que j'ai compris ? Attends, je vais faire la vidéo. » Parce que peut-être qu'il y a un message subliminal pour Oui. les initiés, Oui. les philosophes comme lui, mais moi, je ne vois pas. Entre les eaux, c'était plus compliqué à lire. Oui. Les longues conversations entre Père Landou et le chef des militaires, je trouvais ça ennuyeux. Je me demandais s'il y avait des gens qui parlaient vraiment comme ça dans la vraie vie. C'était des conversations un peu bizarres sur le marxisme, etc. Ça, c'était un peu plus difficile à lire. Oui. Mais Le Bel Immonde et Chaba 2, j'ai trouvé l'histoire simple. Donc, sur ma chaîne, j'ai parlé du livre de Tata Longi, sa pièce de théâtre, Bate Kimboka, Bate Kimboka. Voilà. Ah oui, il est là. qui est là. Oui. J'ai parlé
Une vie après le Styx, il y a une vidéo sur une vie après le Styx sur ma chaîne. Oui. Il y a aussi une vidéo sur les prédateurs masqués sur ma chaîne. Voilà. Et j'ai parlé aussi de Bandoki de Zamenga. Les Zamenga, oui. J'en ai parlé, mais j'en ai parlé dans une vidéo où je parlais de la sorcellerie dans les romans africains. Donc j'ai parlé de 2 romans en même temps, Bandoki de Zamenga et Mémoire de porc-épic de Mabankou. Mabankou. Il y en a qui qualifient la littérature de Zamenga de trop simpliste. Tu es de ce point de vue-là? Alors, je vais encore le répéter, moi je suis là juste pour les histoires. Oui. C'est vrai que parfois, certaines histoires te font réfléchir sur les faits de la société, etc. Oui. Mais voilà, j'aime les histoires de Zamenga, c'est assez court, ça se lit vite, c'est bien pour ceux qui s'initient à la littérature, raison pour laquelle d'ailleurs la plupart des élèves choisissent Zamenga quand il y a les exposés. Ce que moi je pense personnellement de son écriture, c'est que parfois ça m'a l'air d'être des articles. Des articles ou bien de nouvelles. Des nouvelles ou des mini-essais. C'est comme quelqu'un qui s'assoit, qui réfléchit sur un sujet, l'exode rural, pourquoi les gens ne restent pas là. Parfois ça ressemble à un article qu'on aurait écrit et voilà. Et parfois, par exemple, je crois que c'est dans 7 frères et une sœur, je ne me souviens plus très bien, il y a comme plusieurs histoires en une sorte de puzzle. Je ne comprends pas très bien si c'est un puzzle ou si c'est... parfois c'est un peu décousu, voilà. Donc, mais ça se lit d'une traite et oui. Je pense que c'est une belle entrée en matière, surtout pour ceux qui s'initient à la littérature. Oui, tout compte fait, c'est parmi les écrivains congolais les plus prolifiques et qui ont beaucoup écrit. Et qui sont, et je me demande si c'est les plus connus de tous nos écrivains. Oui, c'est le plus connu parce que je me souviens qu'on avait un atelier où on avait demandé est-ce que vous connaissez des écrivains congolais. Il y avait les élèves qui avaient un élève qui a cité Zamenga et un autre qui a cité Kamaralei. Donc, les élèves ne connaissaient que Zamenga et Kamaralei comme écrivains congolais. Alors que Kamaralei n'est pas du tout congolais. Donc, c'est le plus connu du grand public et il a juste compris. Moi, je pense que le mérite qu'il a, c'est aussi de s'être adapté au public. Peut-être en regardant, il s'est dit, enfin sociologue, il se dit, bon, les gens, on ne va pas aller par 4 chemins, on va faire un truc simple qu'ils vont comprendre. Alors le prendre de haut, alors que c'est les plus lus, je ne sais pas si on devrait. Qu'est-ce que vous gagnez finalement à militer pour la littérature, pour le livre? Vous gagnez quoi? Alors, ça me fait plaisir de parler des livres. Déjà là, je parle de telle histoire, ça me fait du bien. Autant j'aime lire, autant j'aime parler des livres. Je passais mon temps à expliquer les histoires des romans aux membres de ma famille, à ma mère ou à ma soeur. Donc maintenant que j'en parle à un grand monde, ça me fait plaisir. Et aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, ça nous permet d'enlever un certain voile sur notre perception du monde. Alors, je ne veux pas garder ça pour moi. Je veux que d'autres personnes puissent lire et enlever ce voile ou comprendre certains faits sociologiques ou juste qu'ils se divertissent. Parce que parfois, quand on regarde un bon film, on a envie d'en parler aux gens autour de nous, de leur dire « lis ça, ça va te plaire ». Pour moi, le livre, c'est plus un divertissement. C'est pourquoi je préfère les romans d'ailleurs. Donc, j'ai envie de partager. Quand je lis une histoire qui est très intéressante, que je vous la raconte, j'aimerais que vous puissiez lire aussi pour vous faire votre idée. Et ce que j'y gagne aussi, c'est... j'y gagne aussi de l'argent parfois. Parce qu'il y a des vidéos que je fais, surtout quand c'est sur commande sur ma chaîne, quand quelqu'un demande une vidéo, là, elle doit payer, cette personne doit payer. Mais quand je dois parler de Kamaralei, je ne vais pas demander à sa famille de payer ou quoi que ce soit. Donc, surtout les vidéos sur commande, je demande aux gens de payer. Et ce que j'y gagne, c'est que je deviens une sorte de pont entre les livres et mes concitoyens. Donc, les gens me demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver des livres. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait une liste des librairies et des bibliothèques parce que la question revenait souvent. Je devais à chaque fois dire, voilà. Donc, le fait d'être une sorte de pont, une référence en matière de livres, que les gens, s'ils se disent, mais j'ai besoin de livres, qu'est-ce que je peux faire? Il sait à qui se référer et voilà. Je pense que c'est gratifiant en fait. Ok. Quel regard portez-vous sur la littérature congolaise?
quel regard? Oui, C'est que un peu faut-il prétentieux de... pour qu'elle atteigne un plus grand nombre? Le regard, et puis qu'est-ce qu'il faut pour que cette littérature atteigne un plus grand nombre? Bon, déjà, il faut écrire des belles histoires. Il y Oui, a des auteurs qui le font. Euh, Après, il faut... Parce que le livre, c'est toute une industrie. Il y a comme matière première, on a les écrivains qui sont là, mais il faut des ateliers. On va dire que les ateliers, ça permet d'affiner leur écriture, etc. Après, on a le livre comme produit fini, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut penser à comment écouler ce produit fini, en faire de la publicité. La publicité doit s'adapter au public qu'on oui, a. Aller vers le public, ne pas rester dans le vase clos de la secte où je vais le vendre à X, Y, Z du milieu littéraire. Non. Aller à la conquête du du, public. du public, oui. Oui, Parce que sur Twitter, par exemple, oui, il y a un monsieur qui a commencé à raconter les histoires de Barumbu. Je ne sais pas s'il vit à Barumbu. Il racontait les histoires de Barumbu et les gens étaient vraiment accrochés. Et moi, j'étais là, je me disais, vous dites que les Chinois, les Congolais n'aiment pas lire, mais chaque fois qu'il... Par exemple, aujourd'hui, il a écrit 21 heures, nouvelle histoire. On attend, à 21 heures, on sera sûr d'aller lire son histoire. Et il nous a dit que c'est la dernière ou l'avant-dernière, je ne me souviens plus très bien, histoire qu'il va publier avant de sortir son livre. Il est en train de sortir son livre avec toutes ces histoires de Barumbu. Les gens vont acheter. Le nombre de ses followers déjà sur Twitter a augmenté quand il a commencé à publier ses histoires. Son langage, comment il écrit, oui. c'est adapté en fait au public. Le public se retrouve, il y a des expressions que le public comprend. Il y a des endroits que le public qui le lit connaît. Voilà, donc c'est ça. Déjà, dans son écriture, euh, parfois les gens disent j'écris pour moi-même. J'ai déjà entendu un écrivain dire ça. Non, j'écris pour moi-même. Je dis c'est faux parce que si tu écrivais pour toi-même, ne te fais pas publier. C'est ton journal intime, tu le gardes. Mais néanmoins, premièrement, on écrit pour On soi. écrit pour soi. Le truc Oui, qu'on écrit pour soi, soi. j'y ai jamais cru parce que si tu écris pour toi-même, Oui. j'écris parce que j'ai envie de raconter une histoire, de partager ça De avec vous. vous exprimer Parce aussi. que moi, ce que j'écris pour moi-même, j'ai un tas de carnets, j'aime beaucoup les carnets, j'ai un tas de carnets, des journaux intimes ou des carnets où j'écris juste des choses, c'est pour moi-même. Mais quand j'écris une nouvelle ou un petit texte que je publie sur Facebook, je n'écris pas pour moi-même. J'écris parce que ça me fait du bien, mais quand je veux le partager, c'est pour le grand public. Alors, il y a cette question où écrire, c'est aussi de l'art. Est-ce qu'on devrait adapter son art au public parce qu'on veut être lu ou on veut que les gens achètent nos livres? Ça, je ne sais pas. Parce que si on écrit juste, Pour vendre, juste pour vendre, c'est un peu se prostituer, entre guillemets, parce que on n'est plus vrai. Il faut qu'il y ait quand même une certaine part de vérité dans ce qu'on écrit, mais il ne faut pas non plus oublier à quel public on s'adresse. Le monsieur, je pense que ça lui fait plaisir d'écrire. oui. Et quand il le partage en s'adaptant au public. Il le raconte. On n'a pas en fait besoin même de s'adapter. En écrivant, si tu es un écrivain congolais, écris aux Congolais, parle-leur des choses qu'ils connaissent. Voilà, tout simplement. On n'a même pas besoin de chercher à s'adapter ou quoi que ce soit. Si tu es Congolais, Kinois, tu vis à Kinshasa, parle de ce qu'il y a à Kinshasa, ils vont se reconnaître dedans. Et voilà, c'est ce que le monsieur fait. Son nombre de followers a augmenté. Ça veut dire que les gens vont acheter son livre quand il va sortir. Oui. Voilà. Ne Ce n'est pensez-vous pas pas compliqué. qu'une autre manière de rapprocher un peu cette littérature congolaise de la population, c'est d'organiser des activités littéraires proches de l'oralité, comme le concert de mots ou le slam? Oui, c'est une autre manière de le faire. Ça peut aider, Oui. oui. Les gens s'intéressent beaucoup au slam. Donc oui, ça peut aider, ça peut être une manière d'attirer un grand public, ouais, je pense. Surtout que cela n'exige pas de la concentration, comme l'exige la lecture en bibliothèque, Mhm. puisque les gens aiment plus écouter que se concentrer pour lire, par exemple. On peut faire ça, mais Oui. c'est à côté. On doit combiner avec l'écriture. On ne peut pas rejeter l'écriture totalement.
Oui. Parce que bon, oui, on aime l'oralité, oui, on aime la musique, mais il y a une sorte, par exemple, les citations qu'il y a sur les Oui. bus qui circulent, c'est une sorte de littérature urbaine. Donc, on ne peut pas dire que notre société les écrit, ça ne peut pas marcher, il faut qu'on trouve à tout prix des moyens pour faciliter la tâche aux gens, etc. Non, les gens peuvent lire, juste comme je disais, écrire des choses qu'ils connaissent. Si on doit mettre un peu de slam ou prendre des contes qui sont dans les livres et les déclamer sur scène avec des conteurs professionnels, oui, ça peut aider, mais faut pas prendre ça comme substitution pour dire, comme il ne veut pas lire, on va faire ça sur scène, on va tout faire, tout mettre sur scène. Non, à un moment, il faudrait qu'il lise. On peut passer aussi par la musique, puisqu'il y en a qui pensent qu'au Congo, la musique a pris la place de la littérature. Les gens se retrouvent plus dans la musique et dans la littérature. Euh, je ne pense C'est-à-dire pas que que la la musique est musique arrive à forger un imaginaire collectif par rapport à la littérature. Oui, Aux mais ça, livres que les gens c'est ne dû lisent presque pas. au fait que notre société est basée surtout sur l'oralité. On était les griots, voilà. C'est pour ça que la musique a une grande place. Oui, Mais la musique, si on regarde bien, c'est un peu de la littérature chantée aussi. c'est de la littérature Chantée, chantée. voilà. Il y a quand même de la poésie dans certaines de nos chansons. Quand on écoute certaines chansons de Fally, De Lutumba. pardon, Lutumba. voilà. Lui, c'était clairement un poète, il s'est déclamé comme un poète lui-même aussi. Oui. Voilà. Donc quand on écoute Kidi Nfuka de Fally, par exemple, j'aime beaucoup parce qu'il y a de la poésie dedans. Oui. Il y a quand on prend ces mots en lingala et qu'on les met en français, et même qu'on les laisse en lingala comme ça, c'est vraiment beau. Voilà, c'est de la littérature en quelque sorte. Parce qu'avant qu'ils les chantent, ces mots, on les écrit. Oui. Voilà. Est-ce que vous faites aussi de la poésie, Ou je fais le slam. le slam? Donc quand j'ai... Quelle différence y a-t-il entre le slam et la poésie? Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais ce Oui. que moi, je me dis juste que je me présente comme slameuse que comme poète, parce que quand moi j'écris un texte, c'est parce que je veux le déclamer. Oui. Donc, je fais attention à la sonorité, parce que je me dis, il sera entendu par un public. Ouais. Voilà. Donc, ouais, je pense, le slam, c'est la poésie déclamée sur scène, on va dire. C'est tout. Oui. Vous avez un projet d'écriture, Oh oui. lequel? Je voudrais écrire un roman et j'ai un recueil de nouvelles Oui. qu'on avait déjà corrigé. J'avais donné à d'autres écrivains de corriger, etc. Mais je trouve qu'il n'est pas encore bien fait. Donc j'attends encore un peu. Mais je compte écrire un roman que j'avais commencé. En fait, j'avais commencé un roman, mais je l'ai perdu dans un téléphone parce que ma carte mère était grillée. J'ai tout perdu, mais je vais le réécrire et voilà, je vais travailler sur ce roman. C'est un peu mon objectif à partir de novembre. Je commence à l'écrire aujourd'hui. Et voilà, me faire publier aussi parce que bon, ça fait très longtemps que je suis dans le monde littéraire, mais je n'ai pas encore été publiée. J'ai envie de me faire publier. Je ne suis pas pressée non plus. Je vais prendre encore mon temps, mais je commence à me sentir prête. En fait, pensez-vous qu'un écrivain a un rôle à jouer dans une société? Oh oui. Lequel? Ça peut être d'ouvrir les yeux des gens sur certains faits. L'écrivain peut aussi dénoncer des choses. Voilà. L'écrivain peut apporter, on va dire, apporter un témoignage sous forme romancée pour que les gens se souviennent, pour que les gens n'oublient pas. Oui. Comme ce que Eric Tumba a fait avec son roman Une vie après le Styx. C'est l'histoire d'une femme qui a été violée. Donc, même plus tard, quand tout ça sera fini, j'espère qu'on en aura fini, les gens la liront, vont le lire, vont lire cette histoire et ils vont se dire « Ah, il y avait ça autrefois, c'était cruel, mais heureusement que c'est fini. » Bref, c'est pour qu'on se souvienne. Comme les auteurs rwandais qui parlent encore du génocide dans leurs romans, l'écrivain peut aider à, voilà, à maintenir une mémoire
une sorte de mémoire collective. L'écrivain peut dénoncer aussi ce qui n'est pas bien dans le pays. Comme Gianni Setiemi dans La bouche qui mange ne parle pas, il dénonce en quelque sorte la corruption dans le système judiciaire, chez les policiers, etc. Donc, un écrivain peut aussi dénoncer des faits de société ou il peut juste raconter une histoire pour divertir. Est-ce que la littérature peut changer une société? Est-ce que la littérature peut changer une société? C'est quand même... Je ne sais pas. Non. Ça, je ne sais pas. Être à la base d'une révolution, comme ce fut le cas de la Révolution française. Il y a des grands écrivains qui étaient à la base de cette révolution-là. Changer une société, ça, je ne sais pas. Oui. Parce que moi, je me souviens qu'en début d'année, j'ai lu J'ai couru vers le Nil. C'est le roman d'un écrivain égyptien, Alahel Aswani. Et ça m'a quand même révoltée quelque part. Je me suis dit que je ne pouvais pas m'asseoir et me plaindre à ne rien faire. On va dire que c'est même ce roman qui m'a un peu poussée à participer à ma première marche. Donc, quand il y a eu ils ont initié la marche pour RAM, je me suis dit j'y vais. Je ne vais pas rester là à me plaindre, j'y vais. Je pense que la Soraya d'autrefois n'aurait pas fait ça. Ce livre a un peu changé mon mindset. Mais est-ce que ce livre, si 10 jeunes le lisent, ils vont changer? Est-ce que si tous les jeunes de la société lisent ce livre obligatoirement au programme, ils vont changer? Ça, je ne sais pas répondre à cette question. Mais pour mon témoignage propre, je dis que ça peut changer parce que ça m'a poussé à ne plus me taire face à certaines injustices. Okay. Comment voyez-vous l'avenir de la littérature congolaise? Alors, les choses sont en train de bouger. Oui. Il y a de plus en plus d'écrivains qui se font publier, qui sortent. Il y a beaucoup d'ateliers d'écriture avec Miesi et Collectif Envie d'écrire. Il y a beaucoup d'ateliers qui se font maintenant, les choses bougent et je me dis, c'est bien parce que les gens ne se contentent pas de publier, mais il y a aussi Jeudi Critique par exemple avec AGECO où on s'assoit pour apporter notre critique sur l'œuvre d'un confrère ou d'une consoeur. Ça aide à améliorer le style d'écriture et les choses commencent à bouger petit à petit. Il ne reste plus qu'à quitter le vase clos pour aller à la conquête du grand public et ça ira. Okay. Le livre en soi, vous l'aimez en tant que contenu ou contenant? Les deux, contenu, les histoires, tout ça, mais aussi contenant... C'est une œuvre d'art. Oui, il y a parfois des formats que je préfère. Oui. Par exemple, les formats pocket comme ça, j'aime beaucoup. Oui. Et Actes Sud, j'aime bien leur format. J'aime beaucoup les formats des livres Actes Sud. Je trouve que c'est bien taillé, c'est plus malléable. J'aime bien le contact avec les livres. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent et qui hésitent encore à se jeter dans cette aventure que la lecture? Alors, ce que je pourrais leur dire, c'est d'y aller mollo, à leur rythme, de ne pas se jeter complètement au risque de se noyer. Ils peuvent juste se mettre d'abord un pied. Si c'est trop froid, ils retirent leur pied. Commencer avec les bandes dessinées, y aller petit à petit, laisser... Il peut y avoir un classique. Je parlais tout à l'heure de l'aventure ambiguë. J'ai commencé, ça ne prenait pas. Quand je commence un livre que ça ne prend pas, oui. je laisse. Je suis plus intéressée par les thrillers psychologiques. C'est ce que je lis le plus. Quand je sens que je suis dans une période où ce sont les romans sociologiques comme qui parlent de la dot, qui m'intéressent, c'est ce que je lis. Donc, c'est comme pour la nourriture. S'ils en ont les moyens, qu'ils mangent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de manger. Ce n'est pas forcément parce qu'on te dit non, il y a de la viande de chien dedans que tu vas te retenir. Donc, tu suis ce que ton corps te dicte. Parce que dernièrement, les jeunes lisent de plus en plus des livres de développement personnel. Quelqu'un peut essayer, parce que se dit c'est ça lire. Si tu lis seulement un livre de développement personnel. Tu lis, mais ça ne t'intéresse pas, ne te force pas.
C'est comme je disais, tu mets ton pied dans l'eau, c'est froid, tu retires, tu attends un peu, ou tu y vas mollo, d'abord les mains, ensuite tu te plonges tout doucement. Il y a aussi ceux qui peuvent se jeter tout d'un coup, c'est chacun son rythme en fait, qu'ils ne se mettent pas la pression. Moi, j'ai commencé avec les bandes dessinées. Oui. Voilà. Il y a ceux qui préfèrent les essais, moi, les essais, ce n'est pas trop mon truc. J'ai lu presque tous les romans de Mudimbe. Je viens d'acheter les cartes, je vais les lire, mais je n'ai pas encore lu ses essais. Je peux bien en acheter, mais ça ne me tente pas trop les essais. Je ne me force pas. Ça peut venir, mais je ne me force pas. Et là aussi, j'aimerais parler du fait qu'il y a des gens qui aiment dire oui, moi je lis seulement pour apprendre. Donc, ils ne lisent que des essais ou des livres techniques qui parlent de marketing, de comptabilité ou de politique, etc. Je trouve ça prétentieux et condescendant. Les gens lisent ce qu'ils veulent. Je peux en apprendre plus sur l'histoire de l'Égypte ou l'histoire de la révolution égyptienne ou du printemps arabe en lisant le roman de El Aswani, alors que toi, tu lis un tas de trucs. Et on peut faire un débat tous ensemble alors que moi, j'ai lu juste le roman. Quelqu'un peut venir faire un débat avec toi alors qu'il a lu juste une bande dessinée qui parle de cet événement-là. Donc voilà, que les gens ne se mettent pas la pression à vouloir à tout prix entrer dans le moule, qu'ils fassent à leur rythme. Est-ce possible de convertir un homme de 50 ans à la lecture, un homme qui n'a jamais lu de sa vie? C'est possible? Je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas encore tenté l'expérience. Moi, je ne préfère pas statuer sur les si ou dire si on fait si, je préfère tenter l'expérience pour venir dire aux gens oui, j'ai essayé, ça a marché. Comme pour les livres, je dirais, quand vous me demandez est-ce que ça peut marcher, je dis oui, si les gens me demandent des conseils, donc ça marche. Est-ce que vous avez des témoignages des gens qui se sont convertis à la suite de votre prêche, c'est-à-dire qui sont venus à la littérature par vous? Des témoignages des gens qui ne lisaient pas du tout, mais qui ont commencé à lire. J'en ai pas beaucoup, peut-être si je fouille dans les messages que je reçois sur les réseaux sociaux, mais des témoignages des gens qui ont commencé à lire un peu plus. Oui. J'ai par exemple une ancienne collègue de la fac qui aimait lire, mais qui ne lisait pas beaucoup. Donc j'ai commencé à lui prêter des livres et voilà. Dernièrement, elle a pris un lot de 10 livres que je lui ai prêtés. C'était dans le cadre de ma bibliothèque ambulante, parce qu'avant, je tenais une bibliothèque ambulante où j'allais livrer des livres aux gens. Et elle m'a envoyé un message. D'abord, elle a publié un des livres que je lui avais prêté. Oui. C'était Quand la conscience s'éveille de Anthony de Mello. C'est un prêtre jésuite indien. Et c'est un livre un peu de développement personnel, entre développement personnel et spiritualité. Elle l'a lu et dit « Ce livre a contribué à changer ma vie ». Donc, elle lit un peu plus et non seulement ça change sa vie. C'est une bonne chose. Il vous arrive aussi de lire des livres de développement personnel? Oui, j'en lis parfois. Actuellement, je suis en train de lire Influence et manipulation. De qui? De Robert Cialdini, je crois. Je ne retiens pas très bien son nom. C'est un livre un peu de marketing aussi, parce qu'il explique un peu comment on arrive à influencer notre comportement, surtout en ce qui concerne les publicités ou comment les agents de marketing arrivent à nous influencer. Oui. Et donc, il enseigne un peu, il donne des exemples pour nous permettre de ne pas tomber dans le panneau à tous les coups, mais parfois, nous aussi, on peut utiliser ces astuces-là. Donc, c'est influence et manipulation, avec comme sous-titre, on va dire, l'art de la persuasion. Oh. Ouais. Là, nous sommes en train de cheminer lentement, mais sûrement vers la fin de l'émission. Vous êtes bibliothécaire, slameuse, blogueuse, auteur, artiste. Quel est le qualificatif qui vous convient le mieux? Bibliothécaire. Bibliothécaire, pourquoi? Parce que c'est ça qui me paye un vrai salaire à la fin du mois. J'ai signé en tant que bibliothécaire et d'ailleurs mon contrat commence aujourd'hui parce qu'avant je faisais de la vacation. Donc le vrai contrat commence aujourd'hui et c'est ce qui va me rapporter de l'argent à la fin du mois. Donc si je vais dans un milieu public, je dis aux gens bonjour, je m'appelle Soraya, je suis bibliothécaire. Non, c'est par rapport au gagne-pain. Non, par rapport à l'activité à la passion principale. La passion, mais aussi l'activité principale. Le métier, je ne vais pas
je crée du contenu sur Instagram, je prends des photos, je fais des vidéos, Oui. mais je ne vais pas aller je voyage, je vais dans un congrès à l'international, je commence à dire aux gens, je suis blogueuse, slameuse, créatrice de contenu, bibliothécaire, c'est trop de choses. Je peux dire, je suis bibliothécaire et activiste littéraire, parce que activiste littéraire, ça résume un peu tout, ça résume même bibliothécaire, ça entre dedans. Voilà. Dernièrement, je disais à mes enfants qu'une vie sans passion, c'est comme un plat insipide. Mhm. Quelle est la passion de votre vie? Alors, ce sont les livres. Les livres? Oui. Seulement le livre? Il y a beaucoup Vous de n'avez choses pas qui me passionnent. vous n'avez pas beaucoup de passion? J'aime aussi le cinéma, Oui. j'aime le bricolage aussi et la musique. Je dirais que j'aime même beaucoup plus la musique plus que les livres parce que je peux passer un mois sans lire un livre, mais pas un mois sans écouter de la musique. J'aime beaucoup la musique et j'aime différents styles de musique. Parfois, quand on a une sorte de mini baffle à la maison, quand c'est moi qui branche mon téléphone pour mettre et que je mets mon téléphone en mode shuffle, ça passe en mode aléatoire et on peut passer de Miko de Kofi à Beethoven si c'est en mode aléatoire parce que j'écoute un peu de tout. Voilà. Ok. Avez-vous un mot à dire à propos de Belles Lettres, cette émission qui vient de vous recevoir? Mhm. Alors, c'est une très belle émission. Moi, je publie des mini-vidéos sur Instagram où je parle des auteurs congolais. Alors, parfois, quand on va sur YouTube pour chercher une vidéo où un auteur congolais est en train de parler, il n'y en a pas beaucoup. Mais avec Belles Lettres, on va dire que vous m'aidez à créer mon contenu en quelque sorte, parce que j'ai, pour la vidéo avec Richard Ali, pour la vidéo avec Madame Marthe, j'ai pris des extraits de l'émission Belles Lettres. Et d'ailleurs, j'avais téléchargé l'émission Belles Lettres avec Madame Yolande pour prendre des extraits. Donc, ça permet d'immortaliser les auteurs congolais en quelque sorte. Pas seulement les auteurs, mais aussi ceux qui sont dans le milieu littéraire. Donc, c'est très important qu'on ait une émission littéraire comme ça. Merci beaucoup d'avoir pensé à créer cette émission. Voilà. Là, nous sommes à la fin et nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour votre contribution à cette émission qui a été de bout en bout auréolée de votre présence lumineuse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons reçu Madame Soraya Odia, bibliothécaire, blogueuse, slameuse, auteure, une jeune dame passionnée de littérature et qui est très active dans les milieux littéraires. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.